bonjour, c'est encore moi. Je voulais juste vous dire, vous vous souvenez, je vous ai dit précédemment que le Cérézo est résolument tourné vers sa communauté. Bien, ce matin, on se trouve à être à Lavaltrie, au siège social de Dévolution. Dévolution, c'est une entreprise qui a été fondée par M. David Hervieux, un entrepreneur pas piqué des verres qui a une vision du développement des affaires résolument tournée vers sa région et sa ville. Pour vous donner une petite idée, Dévolution offre toute une gamme de services à ses employés, un réseau social et même de l'hébergement afin de ne pas perdre les talents du coin au profit des grandes villes ou de la Californie. Alors venez avec moi, je vous invite à aller rencontrer M. David Hervieux. Venez, on y va. Ben, bonjour tout le monde, tout le monde. Hey, j'arrive de Lavaltrie, j'étais à Lavaltrie, là, j'étais allé jaser. On s'en va jaser avec David Hervieux. Hey, je vais vous présenter David, en fait, juste pour vous dire, j'espère que la pause a été bonne pour tout le monde. Vous avez relaxé. Peut-être que présentement, il y a une petite odeur, un petit fumet de soupe en arrière-plan chez vous. Ça va être bien bon, vous allez voir. Puis j'espère que vous avez eu le temps d'aller prendre un peu l'air. Là, l'idée, c'est qu'on se retrouve dans une animation de type la table d'à côté. Ça veut dire que là, on va inviter David Hervieux à se joindre à moi, puis on va parler de David. Salut David! Hey, salut, ça va? Oui, ça va toi? Ben oui, ben oui. Hey, super. Hey, regarde la belle communauté, je ne sais pas si tu vois. J'ai vu ça, là. C'est le fun. C'est tous des gens de partout au Québec, ça, David. Puis là, on va jaser ensemble, David. Moi, on va en apprendre un peu sur toi comme entrepreneur. Puis aussi, à quel point ta vision, en fait, de t'ancrer comme ça dans la Lavaltrie puis dans la Naudière, qu'est-ce que t'en... Puis ta vision aussi là, avec les étudiants. J'ai entendu parler que ça a l'air que tu offres de l'hébergement à tes employés et puis à tes étudiants. Il y a une approche là, étudiants, employés, etc. Donc, en apprentissage expérientiel, on a discuté depuis le matin. Mais là, d'abord et avant tout, comment ça va? Ça va super bien. Très content d'être avec vous autres. Ouais, merci d'être venu nous visiter à Lavaltrie, Louis. Tu as vu la petite vidéo, hein, c'est ça? Oui. C'est le fun. Écoute, on jase comme ça, toi et moi. Dis-moi donc, es-tu originaire de la Naudière? Tu viens-tu d'ici? Oui. Dans le fond, moi, je suis né à Lavaltrie. J'ai passé pas mal toute ma vie à Lavaltrie, mais je n'ai pas eu la chance de travailler toute ma vie à Lavaltrie. Puis j'ai travaillé longtemps à l'extérieur, à Montréal, à Boucherville, à l'île des Sœurs. Et puis, c'est sûr qu'en voulant rester dans ma communauté, des journées comme aujourd'hui de tempête, là, ça me prenait 2h30 de me rendre à l'île des Sœurs. Là. Écoute, c'était inimaginable. Le pont Charles de Gaulle, là, tu le connais brique par brique. Mon meilleur trajet, c'était Charles de Gaulle, le tunnel, puis le pont Champlain. C'était plus rapide que de passer par vers la Rive-Sud. C'était ça. C'est ça qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, faudrait que je fasse d'autres choses. Mais c'est quoi ton parcours scolaire, disons? Tu étais à l'école, en fait, au primaire secondaire à Lavaltrie, puis après ça, tu as enchaîné vers le cégep. Où est-ce que tu étais allé? J'ai fait mon cégep à Trois-Rivières. Moi, je trouvais ça le fun. J'avais le goût de... Mes parents ont été quand même assez, je dirais, assez gentils avec moi parce que dans le temps, à Repentigny, il y avait un programme où tu pouvais faire le secondaire en 4 ans au lieu d'en 5 ans. Okay. Quand je suis rentré au cégep, j'avais 15 ans, mais je n'avais pas le goût de m'en aller en appartement à Montréal. Ça m'intimidait un petit peu. Fait que je suis allé à Trois-Rivières, j'ai fait mes sciences nature. Puis ensuite, j'étais à l'Université de Montréal. Et puis, je m'en allais en enseignement de l'informatique et de l'économie au secondaire. Et puis, fait cocasse, à un moment donné, le gouvernement a changé les curriculums et a dit que informatique et économie, ça débarquait. Donc, moi, j'ai levé ma main, j'ai demandé au recteur, qu'est-ce que je fais? Il dit, change de branche. C'était pas une super réponse, là, mais c'est un petit peu ça que j'ai fait. Je me suis en allé, nous autres, de la manière que ça fonctionnait, c'est qu'on avait des cours d'informatique pour faire l'enseignement d'informatique au même titre que le bac. Donc, j'ai juste poursuivi là. Et à l'étape du cégep, David, puis même l'université, là, dans ta tête, là, ton plan de match, c'était-tu l'entrepreneuriat? Où est-ce que tu allais avec ça? As-tu rencontré des mentors qui te parlaient de ça? Où est-ce que tu en étais? Aucunement. Mais hey, tu me permets-tu, Louis-Maxime, te raconter ma première vraie expérience entrepreneuriale?
Ben oui, vas-y, David. C'est une histoire, c'est pas beaucoup de monde qui la connaissent, là, mais à un moment donné, je travaillais à l'île des Sœurs, puis où est-ce que je travaillais en informatique? On était 4-5 chums, puis il n'y avait pas de machine distributrice pour les collations. Tu sais, je t'entendais parler de votre boîte de collation, avec la collation, tout ça. Ouais. Puis on a créé ce qu'on appelle un pick-a-box. Tu sais, c'est que tu mets des chocolats, des biscuits, des choses. Puis nous autres, on s'était mis, je pense qu'on avait mis 25$ chaque. On était allé au Costco acheter du stock. Tu sais, c'était une compagnie de peut-être 75 employés. Fait que le monde mettait une pièce, puis il ramassait un chip ou une tablette de chocolat. Mais ça, c'est ma première expérience entrepreneuriale. Mais là, je vais te donner ma première leçon entrepreneuriale que j'ai eue de cette expérience. Okay. C'était drôle parce que le monde, il disait Hey, t'as rien de santé. Non, rien de santé. Là, à un moment donné, on s'est dit, regarde, on a des clients potentiels, on a un marché, il y a de la demande, c'est vraiment intéressant. On va commencer à acheter des choses santé. Puis là, on a acheté des choses santé dans notre boîte. Qu'est-ce qui arrive avec les choses santé? C'était périssable. Là, on allait voir notre monde, on disait, hey, on a acheté des choses santé, ça vous intéresse-tu? Là, le monde, il disait, ah ben non, moi, finalement, regarde, j'ai amené mes fruits, j'ai amené. Fait que là, OK. Qu'est-ce qui est arrivé? Par exemple. Ben, c'est ça. C'est que là, mais on jetait toutes nos choses santé. Fait que là, finalement, on s'est dit, bah, tant pis, on abandonne ça. Puis là, une couple de mois après, le monde, il venait me voir, il disait, hey, t'as rien de santé. Je dis, non, rien de santé. T'as une journée de marde, venez te chercher une palette de chocolat, Target Market. Fait que, tu sais, c'est ce que j'ai appris de cette leçon-là, c'est que des fois, il y a de la demande pour des choses qui ne se vendent pas, puis il faut que tu choisisses c'est quoi que tu offres, il faut que tu sois assez. Il faut que tu te fasses une introspection sur c'est quoi ton vrai marché. Parce que dans notre cas, on vendait du bonheur. Tu as une mauvaise journée, tu n'as pas le goût de manger, viens manger tes émotions avec nous autres. Bon, OK. C'est des stratégies de Pepsi, Coke, tout ça. Là. On peut avoir une meilleure éthique que ça, mais c'est juste pour dire que c'était quand même intéressant. Puis c'est quelque chose que j'ai appliqué chez Dévolution, dans le sens qu'à un moment donné, tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde quand tu es en entrepreneuriat. Il faut que tu choisisses ton marché. C'est très important de bien comprendre. Mais en fait, c'est que tu l'as vécu en expérimentant. Toi, tu t'es dit, meilleur plan du monde, on va mettre de la petite laitue puis des branches de céleri parce que c'est santé, le monde me le demande. La vérité, c'est que ton expérience, c'était ça. Moi, tu dis, c'est le meilleur scénario possible, c'est sûr. Puis tu vas l'appliquer sur le terrain, tu te rends compte que tu es en train de composter ce que tu achètes. Exact. Au lieu de vendre. Puis parce que tu avais une vision d'être à l'écoute, en fait, de ta clientèle, mais ce que ta clientèle te demandait, c'était pas pertinent, c'était pas choix. En fait, ce qui était particulier, c'était que ce qu'elle désirait et ce qu'elle était prête à acheter n'était pas pareil. Oh. Il y a une nuance. Puis c'est une notion super importante en entrepreneuriat que souvent, quand je rencontre des jeunes, c'est quelque chose peut-être qu'il faut amener. C'est que surtout quand tu as excusez-moi l'anglicisme, un background, moi, un petit peu informatique, ingénieur ou technologue ou ça, on pense que les idées sont importantes, mais tout se joue dans l'exécution. Puis souvent, ce qui est drôle, c'est que, mettons, tu arrives, tu te dis, bon, la personne elle a une idée, mais est-ce que c'est une bonne idée commerciale? Je vais donner un exemple. Aller ramasser les déchets sur le bord du fleuve, c'est une très bonne idée, une très belle initiative. Mais si personne ne te paye pour faire ça, ça ne marchera pas. Puis souvent, j'ai la chance de rencontrer des entreprises ou faire des conférences avec des entreprises avec un côté social très important, que ce soit une coopérative, tout ça, mais je leur explique que c'est important de créer une rentabilité parce que sinon, tu ne pourras pas sauver beaucoup de monde. Tu ne pourras pas aider, tu ne pourras pas être engagé. À un moment donné, puis surtout au Québec, on a de la misère avec ça. Il faut que ce soit des entreprises, que ce soit non lucratif ou non, qui sont durables, qui sont capables dans le temps, puis de grandir, puis d'évoluer pour aider de plus en plus de monde. Tu sais, je lisais une statistique qui disait le cap du 3 à 5 ans, le classique en entrepreneuriat, tu sais, qu'en fait, 51% des entreprises ne passent pas le cap du 3 à 5 ans. C'est quand même incroyable, hein? Puis dans beaucoup de marchés, c'est pire que ça. Dans des secteurs, c'est encore pire. C'est en général. Moi, mon texte, oui. mon truc est général, mais je suis sûr que tu observes ça. Mais tu arrives, tu expérimentes, tu es sur le terrain, tu lances des espèces de projets de business un peu comme ça. Tu apprends en le faisant. Puis là, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Puis l'entreprise que tu as. Parle-nous un peu du développement ou qu'est-ce que tu es rendu là-dedans? Pourquoi tu t'es lancé d'Évolution? Tu es le fondateur, là. Oui. Ben écoutez, je ne sais pas. Moi, j'ai fondé Dévolution en 2004.
OK, en 2004, j'étais un 2004. consultant en informatique. Ouais, mais j'étais un consultant en informatique. Donc, j'allais dans les entreprises, puis je vendais mes services. OK? 2008 est arrivé. 2008, pour ceux qui se souviennent, c'était la crise des papiers commerciaux. Ouais, il y a eu une mini-crise économique. Il y en a qui, tu sais, je parle à ma conjointe, puis elle ne l'a comme pas vécu, mais ça a quand même, ça s'est resserré. Moi, j'ai été obligé de lâcher la consultation et trouver un emploi. Le problème, c'est que je suis tombé dans un emploi que je détestais. Je détestais pour mourir. Puis c'est pas des farces. À un moment donné, j'ai appelé mes amis, je dis hey, là, sortez-moi de là, je vais devenir fou. Ouais. C'était un endroit où c'était dirigé par quelqu'un qui était très carré, épeurant, tu sais, le plaisir de travailler, ça n'existait pas. Tu sais, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, le Canadien, il perdait, une petite anecdote bizarre, là, le Canadien perdait 5-1 contre les Rangers, puis ils ont gagné 6-5. Le lendemain, le lendemain matin, quand on est rentré à 7 heures, de quoi vous pensez qu'on parlait? On parlait de ça. Puis pour lui, là, c'était inacceptable. Il y avait du slack dans la poulie. Fait que, mais j'étais tellement malheureux. La machine à café, la bonne vieille discussion de machine à café, où c'est là que tu fais des liens avec des partenaires, tu connectes à un autre niveau. Tu sais, puis humainement, c'est super important. Dans une entreprise quand tu es en collaboration. Exact. Fait que moi, je détestais tellement ça que le soir, je me suis mis à travailler sur des projets personnels. Puis j'en ai un qui, à un moment donné, a décollé. C'était gratuit. Puis il y a quelqu'un qui me dit moi, j'aimerais ça avoir une version de ton logiciel pour accéder à différents ordinateurs. Parce qu'on fait, nous, c'est des gestionnaires de mots de passe puis des connexions à distance pour se connecter à différents ordinateurs. Je ne rentrerai pas dans le technique, ce n'est pas vraiment super important. Puis ils m'ont offert 100 000 pour faire ce qu'on appelle un white label. Dans le fond, je prêtais mon logiciel pour accéder à leur système qui me payait cette compagnie américaine. Comment? Développe-nous ça, David. Non, c'était ce que j'avais déjà. C'est ce que j'avais déjà. C'est juste qu'on le. Oui. Puis, ils me payaient sur 2 ans. Puis, avec cet argent-là, j'ai engagé mes premiers employés. Puis, mes premiers employés ont rentré avant moi. Moi, j'avais encore un emploi, puis eux autres, ils étaient là. Puis, ça a pris quelques mois. Puis, tranquillement, je me suis mis à faire des ventes. C'est ça qui est quand même drôle, c'est que la première personne qui a acheté, il a payé 19,99 pour notre logiciel. Il vient du Danemark. Et puis, je pense qu'il y a 4-5 ans, il a payé billets d'avion, tout ça. Il est venu, c'est encore un utilisateur. Tu sais, au Danemark, c'est comme des Vikings. Il avait l'air vraiment d'un Viking super sympathique, tout ça. Ça, c'est le premier acheteur. Il a payé 19,99. Puis là, tranquillement, moi, j'avais dit à mon patron que j'avais changé de job, là, parce que mon patron était sympathique. Là. J'avais dit, quand je vais vendre pour 5 000 par mois, je lâche ma job. Parce que j'avais déjà des employés. Puis là, à un moment donné, il voyait le temps arriver là. Et puis, Maurice, à l'époque, qui était mon patron, il savait que ça s'en venait. Et puis, peut-être un an et demi après, c'est moi qui l'engageais, puis c'est moi qui devenais son patron. Et puis, depuis ce temps-là, Maurice est dans notre équipe. J'ai une anecdote par rapport à ça. Tu sais que le Cirque du Soleil, le premier gérant de Caisse populaire qui a dit oui pour le premier projet, tout le monde disait non, puis ce gérant de Caisse populaire-là, c'est devenu leur directeur commercial après. Oui, je ne savais pas. Je te dis ça de même, là. Fait que, tu sais, des fois, les partenariats que tu crées, justement, tu les fais sur le terrain. Quelle bonne idée d'aller sur le terrain pour travailler, en fait, avant de lancer ton entreprise. C'est un bon point. Je pense que souvent, là, c'est de la passion. En partant, si tu aimes ça, si tu as du plaisir, tu sais, si tu es amateur de musique, de guitare, de quelque chose, puis tu fais une passion, souvent, tu vas commencer avec un hobby, puis tu vas vraiment développer ça. Parce que moi, je travaillais à programmer entre les matchs de hockey, fait que dans les périodes, je faisais des petites choses. C'était plus une vitrine au début. Puis tranquillement, en fait, là, ce qu'on a comme logiciel, personne n'aurait pu penser, même moi, que ça serait aussi gros que ce que c'est là présentement. Mais là, tu comprends ton marché, tu développes une niche, tu vois, tu développes un genre de besoin, tu appliques probablement questions-réponses avec tes clients actuels, tes clients futurs. Tu développes ça. Puis là, ton entreprise est en train de croître. C'est ça qui arrive à ce moment-là. On est là, on est en quoi? 2012, 2010, 2012 à peu près? 2010. Oui, 2010. Bon, c'est ça. Là, tu es rendu à temps plein dans ton entreprise à toi? Oui, exactement. Là, on est 115 maintenant. Pardon? Tu t'installes à Lavaltrie à ce moment-là. Voilà, là. C'est ça. Moi, j'ouvre un petit bureau à Lavaltrie parce que je me dis, je ne voyagerai plus. Puis j'ai ramené du monde. Puis l'affaire qui est super importante de comprendre, c'est comment le monde change. Puis les frontières, ils sont en train de tomber. Si le monde, avec la pandémie, c'est encore pire, le monde a compris que là, il n'y a pas de limite, là, puis que la compétition est un peu partout.
Puis c'est ça qui est quand même intéressant, nous, c'est que vu qu'on est sur Internet, on a rapidement créé une image de marque. Mon premier employé, il faisait du graphisme et le site web en même temps. OK. Donc, ça a toujours été l'objectif, c'est de créer vraiment une entreprise dans la communauté. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand tu fais une compagnie de technologie dans une place qui n'est pas supposée avoir une compagnie de technologie, tu te heurtes à un paquet je dirais, comment je veux dire ça, de je ne sais pas. Tu sais, tu vas voir les gens aux banques ou dans les institutions financières ou dans Carrefour Emploi Jeunesse ou n'importe quoi, ils ne savent pas comment traiter cette bébête-là parce que c'est nouveau. Ce qui est le fun, par contre. Quasiment ce que tu fais. Il faut t'expliquer ton marché avant de commencer à parler d'argent. Bien, nous autres, on était déjà à l'international. Juste pour donner un ordre d'idée, là, présentement, là, on est à 97 à l'extérieur du Canada, à peu près 1 au Québec, puis peut-être un 2 dans le Canada. C'était pas mal ça à l'époque. Mais là, tu te fais dire, ouais, mais pourquoi tu ne commences pas par vendre au Québec? Oui. Ben non, moi, je suis déjà dehors, je suis déjà à l'extérieur. Pourquoi tu veux me ramener? Ouais, mais c'est parce que souvent, le changement, ça fait peur. Par contre, la beauté, c'est qu'un coup que tu commences à t'intégrer, tu deviens une étoile un peu brillante dans un ciel noir. Et là, les gens sont intéressés à c'est quoi cette bébête-là? Puis moi, je me souviens on parle avec des gens de cégep, quand on a eu nos premiers stagiaires, écoute, c'était particulier. Là. Ils se demandaient qui qu'on était, puis tout ça. Puis là, tranquillement, ils se sont rendus compte que, oups, on a vu que, ah non, c'est intéressant, les stages sont intéressants. Parce que la différence, ça, c'est quand même intéressant à comprendre, la différence entre le marché et puis l'enseignement est souvent assez diamétralement opposé. Nous autres, en informatique. Avec des gens, les gens qui nous écoutent présentement, là, à la table d'à côté, on est un peu en train de jaser, nous autres. Oui. Les gens qui nous écoutent par-dessus notre épaule, là, ça, c'est des gens qui font ça, justement. Là, souvent, ils vont avoir un mandat. Ils aident, en fait. Ils développent, en fait, tout un volet entrepreneuriat dans leur cégep, un peu partout au Québec, puis au Nouveau-Brunswick, mais en fait, dans le Canada francophone. Donc, ils sont en train de... Puis là, ils se disent, OK, ben nous autres, c'est un peu eux les plus proches de la communauté, les plus proches d'entrepreneuriat, à l'intérieur même d'une culture entrepreneuriale qui est à faire dans les cégeps québécois. Ouais, fait que t'es pile dessus. Là, en fait. Mais c'est ça, mais... Tu contactes le cégep ou le cégep te contacte? Non, je pense qu'il faut, premièrement, il ne faut pas être arrogant comme entrepreneur. Puis, je te dirais que pour un cégep, c'est plus facile de contacter une entreprise. OK? Sinon, on dirait que tu as l'air de t'acheter des étudiants. Oui, de l'employé pas cher. Oui, je comprends. Oui. Fait que, nous autres, on a bâti au fur et à mesure avec nos premiers stagiaires. Mais quand je disais que c'était diamétralement opposé, c'est un exemple. Beaucoup en informatique, ils disent de mettre énormément de commentaires quand tu écris du code. Mais dans la réalité, ça ne marche pas de même. Fait que, c'est de commencer à se mêler avec ces gens-là. Et puis, moi, je me souviens d'un commentaire d'un prof de cégep que je m'entends très bien qui dit « Ouais, mais là, vous ne serez peut-être plus là dans 5 ans. » Je dis « Non, mon objectif en étant en région, c'est de ne pas vendre. Si je suis à Montréal, je peux facilement vendre à une compagnie américaine, mais en étant en région, je veux créer de l'emploi, je veux être impliqué, je veux faire des liens. » Parce que ça, c'est intégré même dans ton plan d'affaires. C'est dans ta réflexion même. Tu dis « Moi, je veux être ancré dans ma région, dans une place physique. Je veux être là. » Au début, il faut que tu fasses semblant de ne pas dire trop ça parce que ça peut faire peur aux gens. Tu peux avoir l'air de penser petit. Mais à un moment donné, tu deviens assez prouvé que tu as appris. Parce que ce qui est super important, là, même peu importe l'expérience, le succès, là, un entrepreneur se doit de toujours apprendre. Toujours. Le marché change, il arrive des pandémies, ça change constamment. Il faut toujours que tu sois en mode apprentissage. Ce que je dis va évoluer, puis la meilleure façon d'être en apprentissage, c'est de comprendre ce qui se fait d'un côté puis de l'autre, de créer des relations. Tu sais, le cégep de Joliette, à un moment donné, ils voulaient rénover leur salle informatique. Puis, au lieu de voir, bon, on va acheter telle chose, ils sont venus visiter des entreprises pour voir. Nous autres, là, ils ont vu, vous avez des bureaux qui se montent, fait que les gens peuvent coder debout, puis avec les écrans, puis tout ça, c'est toutes des choses qu'on avait chez Dévolution qu'ils ont vues. Quand ils ont renouvelé leur labs, ils se sont inspirés de ce qui se faisait en entreprise pour se rapprocher de ce qui se fait. T'sais, dans le manufacturier, il doit y avoir le même phénomène. Puis je ne peux pas croire que dans les restaurants, des instituts pour les cuisiniers, ils vont voir. Il faut que ça devienne un réflexe de penser qu'ils sont rendus où, les entreprises. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est intéressant. Tu vois, là, c'est sûr, c'est à la Naudière. Nous autres, on est de même, on est tourné vers le milieu. Fait que de dire, on va aller voir ce qui se fait. En fait, on va aller voir des gens qui ont justement l'œil ouvert sur ce qui se fait, puis en fait, au niveau innovation, qui sont vraiment à fine pointe.
Donc, d'avoir un cégep, en fait, une position de cégep, de dire, toi, comme entrepreneur, là, David, là, quand un cégep vient te voir, on pourrait-tu venir visiter pour nous inspirer? Qu'est-ce que ça te fait comme sensation? Je suis super content, là. Ben oui, tu es Ben, content. Tu prends le ben temps oui, pour... ben vous regarderez la personnalité des entrepreneurs, c'est des gens qui sont contents, qui sont beaucoup d'entraide. Tu sais, il y a deux types d'écoles aux États-Unis très, très populaires, là. Il y a Harvard, que tout le monde connaît, puis il y a le MIT. OK? Harvard, c'est un business school. Fait que si tu veux être un VP chez Bell, chez Desjardins, tu vas à Harvard. Ben, je fais le contexte américain pour faire un gros parallèle, mais si tu veux être un entrepreneur, c'est au MIT. Parce qu'au MIT, c'est une compagnie, c'est pas une compagnie, mais ils créent des compagnies avec les ingénieurs qui sont là, puis ils leur donnent des ressources autour. Si je ne me trompe pas, dans le temps, c'était à tous les 2 jours, il y avait une compagnie qui partait du MIT. Puis eux autres vont chercher des royautés. Mais ce n'est pas les mêmes genres de personnes. En entrepreneuriat, c'est des gens qui sont très, très contents d'échanger, d'évoluer. En management, c'est un peu différent. C'est peut-être un peu plus le côté, je m'excuse, là, MBA, on a vu une étude théorique, mais en entrepreneuriat, tu es pitché, puis il faut que tu réagisses. Là. Ça prend de l'agilité, de la souplesse. Elle est différente. Je te dirais qu'en management, c'est peut-être plus réfléchi, mais pas nécessairement plus exact, mais plus réfléchi versus en entrepreneuriat. Ça se peut qu'à un moment donné, quand tu finis par grossir, ton entrepreneuriat devient plus réfléchi aussi parce que tu mets en place. Ouais. Mais au début, juste c'est super drôle. Je ne sais pas si c'est sur Amazon Prime Video, et suivez-moi bien, là, c'est compliqué. Là. Sur Amazon Prime Video, il y a un documentaire sur Netflix. Ouais. Ça parle de l'histoire de Netflix. Puis, dans le documentaire, ils disent que les gars, quand ils ont eu l'idée, ils ont pris un CD, parce que Netflix, ça a commencé, c'était de la location de CD par la poste, je ne sais pas si vous le saviez. Ils ont pris un CD, puis ils se le sont envoyés à eux autres. Là, le lendemain, ils ont reçu le CD, il n'était pas cassé. Ils ont fait « Ah, ça marche, on passe ça. » Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que s'ils avaient envoyé le CD dans la ville d'à côté, ça aurait passé par un autre centre de tri. Okay. Le CD, il serait arrivé cassé. Parce que là, vu que c'était de local à local, ça a comme fait un raccourci. Puis ils l'ont su correct, puis ils ont avancé leur idée. Fait qu'il était Netflix, il était à un cheveu de ne pas réussir. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est des fois, je ne savais pas que j'étais sur le bord du gouffre. Oui. Fait que là, tu développes ton centre, mais là, on va se le dire, là, la Valtrie, c'est quand même pas une pépinière à spécialiste de ce que tu fais. Tu sais, tu as quand même un marché, tu as quand même tu sais, on s'entend, là, je veux dire, c'est pas un abattoir de porc, là. Je veux dire, c'est pas de la manutention de base, là, ce que tu fais, là. Ça prend des gens qui ont des études, ça prend des gens qui ont une certaine connaissance, etc., si tu veux développer et être, en fait, compétitif dans ton marché. Mais là, tu es à temps, tu es à Lavaltrie. Là. Oui. Tu veux rester, en plus, ta vision entrepreneur, c'est que moi, je veux rester à Lavaltrie. Comment tu t'y prends pour avoir des talents, les garder? Qu'est-ce que tu fais? Bien, c'est pas compliqué. Tout est question d'émotion. Tu sais, vous avez vu le film La Grande Séduction? Tu sais, dans le fond, moi, au début, je laissais des 20$ à la Valtrie que le monde ramassait. Non, c'est pas vrai, à terre. Mais dans l'idée, là, c'est que les gens, la Valtrie, là, c'est pas plus beau que n'importe où. Puis la ville d'à côté, la petite ville d'à côté, c'est Saint-Sulpice, puis l'autre côté, c'est Lanoraie. Ben, j'ai déjà dit aux gens de la Valtrie que je chitanais à Lanoraie ou à Saint-Sulpice. L'évolution serait à Lanoraie ou à Saint-Sulpice. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe où ce que tu es, quand tu vis des émotions positives, tu t'attaches. Moi, j'ai travaillé 2 fois à Outremont. La première fois, j'ai détesté pour mourir. La deuxième fois, on allait en Bixi, on se promenait, j'allais dans un restaurant, la rue Laurier, j'ai adoré. Ah, ouais, mon image de Outremont est très positive. C'est la même chose. Quand tu amènes les gens à la Valtrie, nous, comme je disais, moi, je suis souvent, là, bon, on est à la Valtrie, on a quand même levé un petit peu le bureau, mais tu n'as pas vu tout l'agrandissement dans le survol, là, tu sais, c'est très grand, mais on a un très, très grand terrain, puis on rachète des maisons qu'on rénove, puis qu'on prête, ou en fait, pour les stagiaires, ils ne payent pas, on les fait venir. Attends une minute, tu loges tes stagiaires. Oui. Tu achètes des maisons, tu les rénoves, tu les rends... puis après ça, tu l'utilises comme un... Oui. Fait que ça, là, si je parle à des comptables, là, je peux te rentabiliser ça facilement parce que je ne suis pas un promoteur immobilier. La maison là, est collée sur d'évolution. Je ne m'amuse pas. Moi, là, si cette maison-là est vide, il faut que ça soit rentable. Mais ces stagiaires-là, la personne, elle peut venir, mettons, de, je ne sais pas moi,
Joliette, être à l'Université de Montréal ou au Cégep de Rosemont ou au Cégep à Laval. Mais le problème, c'est qu'elle dit, ouais, mais là, moi, j'ai déjà un appartement à Montréal ou à Laval. Ça a l'air super intéressant ton stage, mais je ne peux pas venir pour 3 semaines, un mois ou 3 mois. Ce que tu fais, c'est que tu te dis, viens-t'en, non, pas de problème. Tu es payé, puis tu as le logement, il y a les femmes de ménage qui s'occupent des logements. Pas de trouble. Mais les gens, ils vivent des émotions. Là, ils vont faire leur épicerie à la Lavaltrie, ils voient le fleuve, on a des vélos libres. On crée des émotions positives dans l'environnement de travail, puis ils s'attachent à une ville parce que c'est une ville qui ont vécu des choses intéressantes. Je suis sûr qu'il y a des gens présentement qui entendent ça, là, qui sont au Lac-Saint-Jean, au Bas-Saint-Laurent, dans l'Outaouais, en Abitibi. Là, je suis sûr qu'ils allument là-dessus parce que ça veut dire que dans le fond, si tu crées des émotions positives ou tu crées des sentiments agréables par rapport à un lieu donné. Moi, j'ai travaillé pendant quelques mois à Amos. Je ne vais jamais dire un mauvais mot d'Amos. J'ai adoré Amos. Amos. Mais tu sais, quand tu demandes à n'importe qui, il n'y a personne qui passe par Amos pour aller à quelque part. C'est la fin d'un chemin, Amos. À moins que tu te rendes à Matagami, Louis. Hein? Donc, je vais juste dire que, mais moi, je parle d'Amos, là, je retournerai travailler là tellement j'ai eu du fun là. C'est pour dire, des fois, dans le fond, c'est que si tu crées, en fait, avec tes élèves ou avec tes stagiaires, dans ton cas, un bon sentiment, de bonnes choses arrivent. J'invite tout le monde, commencez à préparer vos questions. On enchaîne vers les périodes de questions, bien sûr. Donc, puisqu'il y en a qui ont sûrement 2-3 questions à poser à David. Donc, David, là comment ça va? Où est-ce que tu en es? Là? Il y a combien, mettons, de stagiaires employés? Parle-nous un peu de ton équipe, de ton monde ou de ton développement. Ben là, tu vois, c'est ça, on est 115. 115? Et puis, tu sais, 115 employés, oui. Avec la pandémie, nos ventes ont chuté un petit peu. On a réduit nos dépenses. Okay. Et puis là, on est reparti. Janvier, c'était incroyable. Et puis, on commence, c'est les inscriptions des stages qui commencent bientôt. Et puis, on va rechercher du monde. Nous autres, ce qu'on aime bien, c'est qu'on va chercher des stagiaires, autant universitaires que cégep. On veut des gens passionnés. Puis, tu sais, moi, je fais partie de la catégorie de ceux qui ont lâché l'école avant la fin. Fait que je suis très mal placé pour juger. Fait que moi, je veux des gens qui sont passionnés. Et puis, souvent, ça, c'est une autre activité qui est intéressante pour faire du maillage. C'est des activités de hackathon ou des concours de elevator pitch ou des choses comme ça. Puis tu vas chercher des gens dans l'entrepreneuriat. Parce que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, des fois, là, les gens sont très contents de contribuer, puis de rencontrer des jeunes, puis de donner, puis d'apprendre. Moi, je me souviens, il y a quelques années, là, il y avait tout le mouvement écologique. Puis, tu sais, je voulais mieux comprendre. Puis, je veux dire, je n'ai pas 50 ans non plus, mais je voulais comprendre où est-ce qu'on s'en allait parce que je me faisais demander au bureau, OK, ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour. Puis là, OK, c'est des valeurs importantes. Fait que le maillage humain est important, pas juste dans ton domaine. Puis, c'est là que. En se mélangeant entre d'autres entrepreneurs, avec d'autres organisations, tu peux comprendre c'est quoi les réalités de chacun. Nous autres, chez Dévolution, là, très important, l'insubordination, ça n'existe pas. Moi, je veux que le management puisse parler en bas. Puis s'il y a un chef, on a un middle management, je ne veux pas que le middle management sert de parapluie. Je veux que les gens puissent interagir. À tous les lundis, j'écris un courriel. Durant la pandémie, je dirais peut-être pendant mettons, les 20-25 premières semaines, c'était à tous les jours. Je peux vous dire que j'étais épuisé puis que des fois, je racontais des affaires assez plates comme quand je suis allé. La première fois, j'ai mis mon masque. Mais les gens apprécient. Parce que, tu sais, c'est toute du relation humaine. Puis, tu sais, je leur envoyais des petites vidéos sur comment santé mentale, des choses comme ça. Avec l'équipe de ressources humaines qui m'aidait, c'était pas moi tout seul. Là. Des fois, j'avais des gens qui faisaient du matériel. Mais ça reste tout que c'est des relations. Que ce soit entre employés, entre institutions, entre le cégep, comment ça va, ces choses-là. Super. Puis ton réseau? Oui. Tu l'entretiens? C'est qui ton réseau? C'est des gens locaux? C'est des gens plus larges? Où est-ce que comment tu développes ça? Est-ce que c'est toi personnellement qui le fais ou c'est tous les membres de l'équipe? Où est-ce que tu places ça, l'importance de ton réseau? Ben écoute, c'est sûr que j'en fais une grande partie. Mais dépendamment aux ressources humaines, Mélissa, c'est une personne qui c'était l'employé numéro 3, qui est rendue directrice des ressources humaines.
Et puis, elle en fait aussi, elle en contact. On travaille, parce que le réseau, là, c'est très large. Tu as autant au niveau des institutions gouvernementales, les cégeps, mais ce qui est quand même intéressant, c'est d'établir un premier lien. Tu sais, à un moment donné, on s'est mis à avoir plein d'élèves de Montmorency. Pourquoi? Parce qu'on a eu un étudiant, que c'était son cousin ou je ne sais pas, qui est venu faire un stage. On l'a bien traité. Boum! Il en a parlé en bien. Ben ouais. Et là, super intéressant, le cégep, à la fin du cours, les élèves, il faut qu'ils fassent un espèce de résumé de leur stage. Ils invitent tous les entrepreneurs ou les directeurs à aller. Fait que là, moi, là, attention, là, ça peut paraître bizarre, mais je dis bon, là, je m'en vais, je suis plus habitué de sortir de la Valtrie. Je m'en vais à Laval, écouter 3 étudiants parler. Ah. C'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment appris. Puis j'ai écouté les étudiants avant, après, puis le stage. Puis, oh my God, Mais moi, j'aime beaucoup me mettre dans ce que je ne sais pas, que je ne sais pas. Là, j'essayais, je l'expérimentais, puis je le faisais pour eux autres, tu sais. Je dis, regarde, ils ont été comme stage. Mais finalement, j'en ai eu des bénéfices, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. J'ai rencontré des profs, j'ai écouté d'autres étudiants. J'ai-tu fait du recrutement là? Pas en tout. Je n'ai pas ramené personne. Je n'allais pas là dans un but de faire ça. Mais c'était très enrichissant. Puis je me suis dit, hey, c'est sûr, l'an prochain, j'y retourne. Il y a la pandémie. En fait, lui, il est quasiment devenu un membre de ton réseau parce qu'il a diffusé l'information, pas à peu près cet étudiant ou ses étudiants. Fait que ça fait que ton recrutement, il se fait. Parce que je suis sûr que ça sonne une cloche, ça. Parce que tous les gens dans le monde, dans les cégeps, là, ils ont un enjeu de recrutement dans leur club, ou presque. C'est toujours un enjeu de recrutement. Puis des fois, d'utiliser un levier de quelqu'un qui est passé, mettons, dans le projet, dans le programme, les premières années qui sont rendues en 2e année ou en 3e année. Oui. Il ne faut pas hésiter d'aller les chercher pour faire carrément un pitch ou une présentation positive. C'est sûr que ça fait en sorte que ça a dû te faciliter au niveau de la recherche de talent de qualité, c'est certain. Hein? Après, c'est que tu peux demander aux gens quand tu veux recruter, tu dis, hey, tu connais-tu des gens? Ils disent, ah ouais, c'est pour ça que je te disais que moi, je l'entretiens à tous les niveaux. Ben, là, vous allez dire, ouais, là, tu les achètes. Mais nous autres, là, on a vu tous les films de Star Wars au complet. Je réservais le cinéma à Joliette pour tous les films qui ont ressorti avec tous les employés, mais à chaque fois, j'invitais les profs du cégep, j'invitais les élèves s'ils voulaient venir, de se mêler avec nous autres. J'ai-tu fait du recrutement là? Non. Mais tu sais, ils voyaient le contexte, puis ça peut être cool. J'invitais d'autres entrepreneurs aussi, puis on avait le cinéma, tu sais, à un moment donné, on était à 60, à un moment donné, on était à 100. Puis surprenamment, c'était tout le temps un petit peu le matin de la journée de la première. Surprenamment, écoute, le monde, il venait, puis il était content, puis après ça, on se serrait la main, puis on retournait chacun de nos choses. Mais ça laisse des expériences positives. Oui, c'est ça. Quand tu te reparles après, tu as une connexion. Il y a quelque chose qui s'est passé. Tu as une expérience. Donc, comme tu parlais, le bon sentiment. Puis, il ne faut pas penser que parce qu'un entrepreneur fait ça, il essaie de vous acheter. Pensez pas ça. Ça, c'est l'erreur. Non. Puis c'est ça, là, c'est parce que souvent, on pense un petit peu petit, là, mais chacun a son plan, puis vous allez le voir si la personne est transparente et authentique. Là. Et c'est pas accepter des pots de vin. Là. Nous autres, on est super impliqués dans notre communauté. À la Valtrie, là, on fait plein de choses pour l'école secondaire. Puis, on donnait des billets de hockey, on a acheté des ordinateurs, on a fait plein de choses. Puis, est-ce que je suis en train de créer un système de rétention? Non, pas directement, mais indirectement, oui, parce qu'à un moment donné, tu dis, moi, j'ai un beau-frère, j'ai un cousin, j'ai quelque chose. Ils sont corrects, eux autres. Ouais. Développement de réseau. Hey, je vais ouvrir déjà là, la période de questions. On continue de jaser, nous autres. T'sais. Mais là, si vous voulez venir vous asseoir à notre table, venez-vous-en. Posez-nous les questions. J'en ai une question là, justement de Maude Lemire Desranleau qui a écrit. Quelle est la place de l'innovation dans l'entreprise, dans votre entreprise? Dans ton entreprise, David, innovation, c'est un mot qui... J'ai fait hier une conférence de plus qu'1 heure sur l'innovation avec les étudiants en maîtrise à l'UQAM. Puis, je vais vous la résumer quand même. L'innovation, c'est super important, mais l'innovation est à tous les niveaux. Marketing, ressources humaines, les maisons, je considère ça. La première fois que j'ai parlé à mon conseil d'administration, de leur dire qu'on allait acheter une maison, mettre nos étudiants là, ils disent, ouais, mais là... Ah non, en fait, pire que ça. Quand je leur ai dit qu'on allait se bâtir, faire un agrandissement de 3 millions à la Valtrie
pour des bureaux. Puis là, il dit, ouais, mais là, on ne retrouvera jamais notre argent. Je dis, attends, là, si j'avais une flotte de camions, là, puis j'achetais, mettons, des camions à 300 000, j'en achetais 10, ça ferait 3 millions dans 10 ans, les camions, ils ne vaudraient rien, puis tu m'en parlerais pas. Fait que je ne veux pas que tu vois l'édifice comme étant du real estate, là, un investissement immobilier. C'est juste notre outil pour attirer et créer. Ça, c'est une forme d'innovation. Fait que c'est super important, l'innovation. Il faut faire attention parce que les gens, souvent, ils voient ça comme l'avancement technologique, puis bien compliqué, mais les plus belles innovations sont dans la simplicité puis dans l'élimination de la friction. Je vais donner un exemple. Nous, on utilisait une plateforme pour aller chercher du feedback sur les employés. Et puis, je m'excuse, on le sacré à coup de pied dehors, ça n'avait pas d'allure. Je recevais plein de feedback négatifs. Puis genre, je vais vous donner un exemple parce que sinon, si j'arrête ça là, vous allez dire, aïe, il est borné, il écoute pas. C'est pas ça pantoute. L'idée, c'est que tu reçois du feedback négatif, genre, c'est sérieux là. Ça serait le fun de faire un club d'impro chez Dévolution. OK. Président de Dévolution, moi, il faut que je parte un club d'impro. C'est pas facile. Je ne sais pas qui m'a demandé ça, c'est compliqué. Deuxième affaire, c'est je trouve que chez Dévolution, il n'y a pas assez de formation. OK. C'est-tu quelqu'un en marketing? C'est-tu quelqu'un en traduction? C'est-tu un programmeur? Je ne sais pas, c'est anonyme. Fait qu'on a. Puis là, à un moment donné, tu arrives des moments où tu as besoin de rectifier des tirs. Fait que là, tu corriges, tu dis là, ça suffit, là, il y a trop de niaisage, parce qu'à un moment donné, il y en a. Qu'est-ce que ça fait? Toutes tes cotes, toutes tes notes baissent. Parce que c'est unidirectionnel. Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres, à la place? On s'est mis une boîte à suggestions anonyme. OK? Cette innovation, c'est dans notre intranet, un bouton, tu écris ta suggestion, ça l'envoie un courriel à toute la compagnie. OK? Genre, okay. Un exemple, je trouve que chez Dévolution, ça serait le fun qu'on fasse un jardin. Okay? Ouais. Là, ensuite, les gens peuvent faire un répondre à tous. Fait que là, moi, le président, je peux répondre, hey, c'est une super idée, je paye tout ce que vous voulez, ça me prend des volontaires. Ah, personne n'est volontaire. Idée, classée, éliminée. Là, à un moment donné, tu arrives un autre qui dit, hey, je trouve qu'on n'en fait pas assez pour l'environnement. Je pense qu'on devrait remplacer nos petits bâtons en plastique par des bâtons en bois compostable. Président de compagnie, très bonne idée. Mélissa, est-ce que tu peux commander des bâtons en bois? On va remplacer ça. Tu comprends? C'est que ça l'amène. Là, à un moment donné, tu as quelqu'un qui va dire, ouais, mais je trouve que Dévolution, on ne fait pas assez de ça. Là, tu en as un autre qui va répondre. Non, écoute, c'est pas vrai, là, on en fait assez. Mon meilleur exemple, c'est qu'à un moment donné, les gens, ils me parlaient d'environnement. Puis j'ai dit, hey, ça me prendrait un comité. Puis j'ai 7 personnes qui se sont levées et qui ont été volontaires. Fait que l'innovation, c'est une boîte à suggestions anonyme qui, après, n'est plus anonyme. On s'entend, là, c'est juste que l'anonymat, c'est correct pour briser la glace. Mais vous le voyez, ces médias sociaux, l'anonymat, c'est pas bon à un moment donné. Là. C'est pas vrai que tu peux dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe qui, là, parce que tu as une liberté d'expression. Tu sais, quelqu'un qui dit Dévolution, on a 3 valeurs, nous autres, c'est le WET, c'est le WOW, l'expérience de vie, la transparence. Quelqu'un va dire Dévolution ne respecte pas ses valeurs. Là, il y a des gens qui vont dire non, mais je m'excuse, mais attends, là, Dévolution, faites ça pour moi, ça pour moi, ça pour moi. Là. À un moment donné, nous autres, on a payé des cures de désintoxication à des employés 2 fois. Ce n'est pas quelque chose qu'on va crier, c'est toi, là, que telle personne. Mais il y a plein de choses qu'on fait quand on parle de choses. Les gens finissent par te défendre quand tu sors de l'anonymat. À un moment donné, il va dire hey, je trouve que les toilettes, ils puent. Ah, tu as raison, la ventilation est mal faite. On va corriger ça. Tu as des choses que c'est correct, mais tu peux t'adresser. Je vois plein de mains levées. Là. Ah non, mais là, ça part. Mais c'est ça, Merci pour ta réponse. Puis ils réfléchissent, ils t'écoutent, puis c'était le silence total, mais là, ça part. Puis là, je vois le temps aller. C'est intéressant. Ben ouais, on aurait dû te garder 3 heures, toi. Mais c'est de même, c'est de même. Je fais juste dire en passant pour l'innovation, le bon truc pour brasser son café, c'est des fettuccini. Encore. Tu casses des fettuccini. J'avais vu ça dans un café, je trouvais ça génial. Hey, Anissa, tu as une question? Oui, j'avais une question, je l'ai écrite en fait. Moi, je voulais savoir oui. Qu'est-ce que vous pensez de la méthode agile dans les organisations? Parce qu'en ce moment, c'est un peu la panacée, on est revenu un peu. Vous avez en fait une équipe qui a l'air d'être en fait très, très, très intéressante pour ce genre de méthode. Vous avez parlé de subordination. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode-là? Bien, c'est sûr que nous autres, en informatique, c'est très, 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 très commun. Mais on l'a ramené dans les autres départements. Ça fonctionne bien.
Mais ce qui est super intéressant, c'est justement le brassage d'idées. Puis même nous autres, au niveau planification stratégique, on utilise une plateforme qui s'appelle The PNR, qui est du agile. Fait que même à un niveau stratégique, on fait du agile avec voter et ces choses-là. C'est très intéressant parce que ma plus grande force à moi, c'est l'exécution. Puis la plus grande force du management, de l'équipe de direction, c'est l'exécution. On est pragmatique, solide. Parce que moi, je n'accepte pas les demi-idées. Je pourrais faire 15 minutes de ces demi-idées, mais je vais vous donner un exemple de comment on gère. Okay? Puis c'est là, attachez votre truc. Là. Avez-vous déjà écouté Les Pierres à feu, Fred Caillou? Okay? Moi, c'est la méthode Fred Caillou. Okay? Fred Caillou, à un moment donné, il devient président de compagnie. Okay? Puis parce qu'il est un sosie du président que je ne me souviens plus, il était malade, quelque chose comme ça. Puis il dit, ouais, mais moi, je n'ai jamais animé ça à une réunion. Il dit, ah, tu vois, c'est facile. Tu as juste à dire, c'est le bébé de qui? Quel pourcentage? Je vote pour ça. Fait que là, il y a une petite vidéo sur YouTube que je mets. Là. Fait que là, il y a quelqu'un qui dit, OK, je vais faire ça. Fait que quelqu'un, il dit, ah, moi, j'ai tel projet. Il dit, c'est le bébé de qui? Ben, c'est mon projet, tout ça. Quel pourcentage? Je pense que les marges sont 20-25 %, ça devrait être très bon. Je vote pour ça. Là, à la fin, il dit, ah, il est vraiment fort, le J-Rock, je pense qu'il s'appelle. Là. Mais c'est ça l'idée. Le monde vient de me voir et dit, David, dit, on a un problème. OK? C'est quoi le problème? Il dit, telle chose. OK? Qu'est-ce que tu ferais? Ah ben moi, je pense que je ferais telle affaire. Je vote pour ça. L'idée, c'est d'amener les gens, sont intelligents, les gens. Et ce qu'il faut casser, c'est l'idée que dénoncer, c'est commencer à régler le problème. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais dans notre société, on dénonce plein de choses, mais on ne commence pas à résoudre. Fait que quelqu'un qui me dit, ah, je trouve que notre page web n'est pas conviviale. Ça, c'est la meilleure chose qui a été faite avec le temps qu'il y avait pour il y a 6 mois. Mais là, il dit, ah, mais moi, je clique tout le temps sur l'image au lieu de cliquer sur le lien. Ça, c'est complet. Ce n'est pas une demi-idée. On va s'arranger pour que ce soit l'image amène au lien. Fait que tu amènes les gens dans la méthode agile, tout ça, à pousser leur idée parce que les gens sont intelligents. C'est pas vrai que les gens sont idiots. Mais c'est toujours quelqu'un. Tu sais, David, tu dis quelque chose de vraiment intéressant parce que ce matin, moi, j'ai dit la phrase que j'utilisais toujours, c'est « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » Fait que, tu sais, quand quelqu'un vient voir, il y a tel problème, OK, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis, etc., puis ça fait avancer, puis ça fait que les gens prennent en charge leurs points, tu sais, leurs insatisfactions, en fait. C'est un lien directement relié à l'entreprise. Ben, c'est ça, quand tu descends dans les strates, c'est eux autres qui ont souvent les solutions. Ben oui, moi, ma blonde, elle travaille dans là, je ne veux pas froisser personne. Ma blonde, elle travaille dans le système hospitalier. Puis il y a plein de règles chez Dévolution qui viennent du système hospitalier à l'inverse. Hein? Okay? T'inspires du modèle hospitalier, c'est drôle ça. Oui, parce que le modèle hospitalier en haut, là, il n'écoute pas en bas. Puis si tu shortcut ton boss pour dire ma boss est proche. Là, c'est de l'insubordination. Moi, ce que j'ai dit à mes chefs d'équipe, s'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit que tu es poche, puis que tu es vraiment poche, c'est sûr que je vais l'écouter parce qu'il y a trop de gens qui font du clivage. Moi, en haut de la pyramide, je ne veux pas de clivage. C'est déjà arrivé qu'un employé, il l'a coupé puis qu'il a frappé un mur. Ouais. Il avait tort. À un moment donné, tu ne peux pas non plus. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps vrai, puis ça ne veut pas dire que c'est tout le temps faux. On s'est expliqué. C'est dans ce sens-là. Mais ça, c'est plus une façon de travailler que l'entrepreneuriat. Puis c'est important, même vous autres, d'écouter et d'aller chercher les idées, parce qu'en bout de ligne, c'est quand même... Ça m'arrive d'être obligé de choisir puis de faire une espèce de couper parce que tu ne peux pas tout le temps tirer. Ouais. Ben, je vois les autres questions. Vas-y. J'enchaîne avec Hugo, qui a sûrement une question aussi, puis après ça, on va vraiment conclure tout le monde. Venez-en. Ça va être super bref. C'est sûr que tu arrêtes de bouillir. Vas-y, Hugo. Hey, David, merci d'avoir partagé ton vécu et ton expérience d'entreprise. C'est super passionnant. Puis, dans le fond, moi, la question, c'est un mélange de tout ce qui vient de se dire un petit peu. Là, les techniques de rétention, pas des techniques, mais les manœuvres de rétention que tu as mis en place, c'est-tu pragmatique parce que tu avais de la misère à gagner du monde ou tu as pas mal toujours été un petit peu comme ça? Parce que... moi, je viens du domaine entrepreneurial aussi, là, fait que c'est quand même significatif les mesures qui sont mises en place pour avoir des stagiaires puis avoir des activités de juste comme tes employés se sentent bien puis ont envie de travailler pour toi. Là, je sais que c'est lié ultimement à un employé qui est content, il produit puis il reste. Là. Mais quand est-ce que tu as décidé de faire ce switch-là? Puis c'est quoi un peu le ratio d'investissement que tu mets en temps puis en argent? Ça doit être quand même significatif.
Oui, bien écoute, nous autres, là c'est plus vrai à cause de la pandémie, là, mais on était 3 employés quand j'avais mis en place le 100 $ par mois par employé en budget mobilisation. Ça, c'était de la nourriture, des chandails, des activités, des choses comme ça. La seule chose que j'excluais, c'était le party de Noël parce que, bon, je ne rentrais pas dans mon budget. Ça, là, ce qui était le fun, c'est qu'à 10 employés, c'était 100 $ par mois x 10. À 50, ça faisait un cadre. Puis à tous les trimestriels, quand on faisait les présentations, je disais, ah, ben là, on est 2000 en dessous, on est 1000 au-dessus. Fait que, il reste un peu d'argent, on va se payer telle chose. Mais ce qui est super important de comprendre, c'est que c'est une dictature douce. Je m'explique. C'était un budget que Dévolution payait et non pas une cotisation sociale que les employés payaient. Okay. Donc, c'était moi, avec ma gang, qui choisissait qu'est-ce qu'on faisait avec l'argent. Pourquoi? C'est subtil. C'est que si tu prends un groupe d'employés qui s'occupent du comité social, ce que ça crée une pression sur ces gens-là. Parce que s'ils décident de prendre l'argent puis d'aller, mettons, faire du bowling, puis qu'il y a 30 % qui n'aiment pas le bowling, ils vont dire, bon, on check la gang qui s'organise des activités comme qui aiment. Fait que tu as l'effet inverse, tu comprends? C'est que ça fait, mais il faut que tu comprennes que moi, mon but, pas de dépenser cet argent-là, là. Mon but, c'est de leur faire plaisir. Donc, il faut que je sois à l'écoute. Mais il faut que, d'une certaine façon, je varie les activités. Tu sais, si à un moment donné, j'ai des gens qui sont végétariens, bien, une fois de temps en temps, il faut que j'aille un repas végétarien. Tandis que c'est pour ça que c'est basé sur la bonne foi, mais c'est tout le temps leur suggestion. Avec la boîte à suggestions, tu sais, comme à un moment donné, ça serait le fun d'avoir telle chose, d'avoir... c'est super important, l'identité. Depuis le début, là, l'identité, là, nous autres, tu arrives chez Dévolution, là, on te donne 2-3 polos, une casquette, plein d'affaires. Puis si tu fais une semaine, c'est pas grave, ça a coûté 100 $ de gugus, mais on passe à autre chose. L'identité est très, très importante. Puis même que pendant la pandémie, on a décidé de créer un magasin d'évolution. Fait que dans nos bureaux, on a un magasin, on a plein d'activités. À tous les mercredis, on a un quiz. La semaine passée, c'était sur les films d'amour. À un moment donné, c'était sur les chars. À un moment donné, c'était sur la cuisine. À un moment donné, c'était sur l'astronomie. À un moment donné, c'était sur Star Wars. À un moment donné, c'était The Office. C'est le fun, c'est des quiz. Puis tu ramasses des prix de présence puis de l'argent, puis tu t'en vas dans le magasin d'évolution. Qu'est-ce qu'il y a dans le magasin d'évolution? Il y a des chandails, des cotons ouatés, des hoodies, des casquettes. Il y a des Legos, plein de Legos. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, ben là, moi, j'ai gagné, là, ben beau, là, j'ai juste les bobettes d'évolution que je ne sais pas. Fait que j'aimerais ça avoir un Lego. Fait que là, j'achète pour 1000 $ de Lego à un moment donné, des Legos à 50 $ à peu près qui se font bien, que tu mets sur ton bureau, tu échanges de l'argent, puis c'est le fun. C'est super cool. Ah, c'est vraiment cool. J'aime la vision que tu as, David, puis on conclut avec ça. Une espèce de truc d'engagement, de représenter, un peu de tenir le drapeau de mon organisation. C'est à un autre niveau. C'est à un niveau où là, tu te dis, ben moi, je défends cette organisation-là. J'aime la faire. Puis l'autre chose qui est intéressante, c'est ton ancrage. Le fait que tu sois ancré dans un lieu physique, c'est clair. Tu sais. David Hervieux, c'est le gars de Dévolution. Puis Dévolution, c'est l'entreprise qui est à Lavaltrie, qui est là à tel endroit, à telle place. Tu es vraiment ancré. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment inspirant. Je pense que les gens ont hoché du bonnet pendant toute la présentation, ces tables à côté. Merci beaucoup à tous ceux qui ont posé des questions. C'est vraiment intéressant. Puis je conclurai en remerciant David pour la générosité de sa présentation. Vraiment, c'était super.